Je travaillais 70 heures par semaine, je n'ai jamais pris un jour de congé maladie, j'ai manqué des anniversaires, j'ai raté le mariage de ma sœur, tout ça pour une entreprise en laquelle je croyais. Puis, un lundi matin, je me suis retrouvée coincée dans un embouteillage. Un bouchon monstre, du genre de ceux qui font les gros titres. Je suis arrivée avec 5 minutes de retard et mon patron, Matt, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Prends tes affaires. Tu es viré. » Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Je me suis juste sentie vide. Il m'a tendu un carton déjà scotché, comme s'il s'y attendait, comme si je n'étais rien. C'est ce jour-là que j'ai commencé à écrire ma propre fin. Je m'appelle Brooke Landry, j'ai 29 ans, je viens de Grand Rapids, dans le Michigan, et voici comment j'ai fait regretter à mon patron d'avoir licencié la seule personne qu'il ne pouvait pas remplacer. On m'appelait l'épine dorsale chez Echelon System. Quand j'ai commencé, ce n'était qu'une petite start-up, à peine une douzaine d'entre nous entassés dans un petit bureau qui sentait le café bon marché et l'ambition. Je sortais tout juste de l'université, pleine d'enthousiasme et désireuse de faire mes preuves. Ma famille a toujours été occupée. Ma mère se concentrait toujours sur ma sœur aînée, Sarah, celle qui excellait en tout, celle qui semblait toujours monopoliser son attention. Mon père était silencieux, plongé dans son propre monde, remarquant rarement si j'étais là ou non. J'ai appris très tôt que pour être remarqué, je devais être exceptionnel, indispensable. Echelon m'a semblé être ma chance d'être exactement cela, d'être vu. Je me suis donné corps et âme à ce travail. Je croyais en ce que nous construisions, en l'idée de rendre la logistique plus fluide, plus rapide pour les entreprises. C'était complexe, stimulant, et ça comblait un vide en moi qui existait depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'étais la première arrivée et la dernière partie. J'ai aidé à concevoir les systèmes internes à partir de zéro, le logiciel même sur lequel toute notre opération reposait chaque jour. J'ai mis mon âme dans chaque ligne de code, dans chaque diagramme. J'ai formé presque tous ceux qui sont arrivés après moi, expliquant patiemment les subtilités des systèmes que j'avais moi-même construits. Quand nous avons finalement grandi au point d'en avoir besoin, je me suis même assise pour rédiger le manuel de l'employé, définissant la culture même de l'entreprise. Je le considérais comme mon bébé, une création qui m'appartenait vraiment. Matt Parker est arrivé quelques années plus tard, engagé comme nouveau vice-président. Il n'était que costume cher et discours assurés, un opérateur habile. Il était doué pour présenter, pour s'attribuer le mérite. Il me voyait simplement comme quelqu'un de fiable, quelqu'un qui faisait le travail, quelqu'un de remplaçable. Je passais des semaines, parfois des mois, à développer une nouvelle fonctionnalité ou à optimiser un processus. Je lui expliquais en détail, lui montrant comment cela ferait gagner du temps et de l'argent. Il hochait la tête, le regard vide, pensant déjà à sa prochaine réunion. Puis, une semaine plus tard, il présentait mon idée, mon travail, comme si c'était le sien lors des réunions de direction, s'imprégnant des louanges. Ça me faisait mal à chaque fois. C'était comme une petite trahison, mais je ravalais ma peine. Je me disais que c'était pour le bien de l'entreprise. Tant qu'Echelon réussissait, tout allait bien. Tant que mon travail était valorisé, même si le crédit ne m'en revenait pas, c'était acceptable, n'est-ce pas? Les horaires étaient déments. 70 ou 75 heures par semaine, c'était la norme. Les week-ends n'étaient que des jours de travail supplémentaires, penché sur mon ordinateur portable, à déboguer ou à développer. Ma vie personnelle est devenue un lointain souvenir. Mes quelques amis ont cessé de m'inviter, sachant que je dirais toujours non. Ma famille s'est habituée à ce que je manque tout. Je sautais les dîners d'anniversaire, j'écourtais les vacances. Le mariage de ma sœur Sarah, je l'ai regardé sur un appel vidéo tremblant depuis mon bureau, les larmes aux yeux, tout en essayant de résoudre un problème de serveur qui ne pouvait pas attendre. Sarah m'avait appelé la veille, me suppliant de venir. C'est mon mariage, Brooke. Tu es ma sœur. Mais j'ai juste dit, je ne peux pas, Sarah. Le système est en panne, je dois le réparer. Matt m'avait trouvé ce jour-là, penché sur mon bureau, regardant la petite image de ma sœur marchant vers l'hôtel. Il m'a tapoté l'épaule, un geste désinvolte, presque condescendant. Bon travail, Brooke, tu as l'esprit d'équipe. Pas d'augmentation, pas de vacances supplémentaires, juste plus de travail, plus d'attente,
plus de raisons de me sentir invisible même quand je donnais tout. Ma famille ne comprenait pas. Ils me voyaient juste comme quelqu'un de distant, qui choisissait le travail plutôt qu'eux. Je sentais la déception silencieuse dans leur voix, la façon dont ils continuaient leur vie sans moi. Cela ne faisait que me pousser à travailler encore plus dur, essayant de prouver ma valeur quelque part. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que ça comptait pour moi. Je l'ai fait parce que je pensais que nous étions une équipe. Je pensais que ma loyauté signifiait quelque chose. Je pensais que je construisais quelque chose de réel pour moi, pour mon avenir. Puis ce lundi est arrivé. La matinée a commencé comme toutes les autres, réveil, café rapide, et sur la route. Mais les informations à la radio ont commencé à annoncer en boucle, un carambolage sur LI 196, trafic bloqué sur des kilomètres. Mon cœur s'est serré. J'ai regardé le GPS, une mer de rouge. Impossible de contourner. La panique a commencé à monter en moi. J'ai appelé le bureau, mais la ligne était occupée. J'ai réessayé, sans réponse. J'ai envoyé un SMS à Matt, expliquant la situation, sachant qu'il ne le verrait probablement pas avant d'arriver à son bureau. 5 minutes. C'est tout ce que ça a pris au final. 5 misérables minutes après des années à leur donner ma vie, après avoir travaillé malade, pendant les événements familiaux, pendant les vacances. Quand je suis entrée dans le bureau, l'atmosphère était différente, pesante. Matt se tenait près de mon bureau, ne travaillant pas, attendant simplement. Les RH étaient juste derrière lui, le visage sombre, tenant une fine enveloppe blanche. Mon estomac s'est noué. Brooke Landry, dit Matt, d'une voix plate, froide, dénuée de toute chaleur. Nous t'avions averti au sujet de la ponctualité. C'est une récidive. M'avertir ? Une fois, peut-être des mois auparavant, quand j'étais arrivée avec 2 minutes de retard après un rendez-vous chez le dentiste. Je m'étais abondamment excusée à l'époque. Mais averti ? Récidive ? Cela sonnait comme une distorsion délibérée, un scénario préécrit. Mon dossier impeccable, des années de dévouement, des sacrifices que je ne pouvais même pas compter, et voilà la récompense. Il m'a tendu la lettre, licenciement avec effet immédiat. Mes yeux ont parcouru les mots, sans les comprendre. Tout était flou. Mon dernier salaire, dont j'ai vu plus tard qu'il manquait plus de 30 heures supplémentaires que j'avais faites les 2 dernières semaines, du temps que j'avais passé à corriger un bug critique qui leur avait fait économiser des milliers. On m'a demandé mon badge, mon ordinateur portable. Pas de poignée de main, pas de « merci pour tout ce que tu as fait », pas un « au revoir » qui semblait sincère. Juste un licenciement froid et professionnel, comme si j'étais une machine qui avait cessé de fonctionner. Mes collègues semblaient choqués. Certains évitaient mon regard, déplaçant des papiers, faisant semblant d'être occupés. D'autres me lançaient des regards pleins de pitié. J'ai vu Sarah, de la comptabilité, les yeux écarquillés, les larmes déjà au bord des siens. Tu méritais bien mieux, Brooke. On le sait tous, a-t-elle murmuré alors que je mettais mes maigres effets personnels dans le carton bon marché qu'il m'avait fourni. Ces mots étaient un maigre réconfort, mais ils soulignaient aussi ma profonde solitude. Personne n'a parlé. Personne ne m'a défendu. Ils avaient peur. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais vraiment seule. Je suis sortie, le carton bon marché me cisaillant le flanc. Les néons du bureau semblaient se moquer de moi, éclairant un espace vide où j'avais tant donné. La descente en ascenseur m'a paru interminable, une descente vers l'incertitude. Je n'ai laissé les larmes couler qu'une fois dans ma voiture, garée sur le parking des employés où j'avais pratiquement vécu pendant des années. Je suis restée là, agrippée au volant, des larmes chaudes coulant sur mon visage, se mêlant à l'amertume dans ma bouche. La honte m'a envahie. Honte d'avoir été si stupide, si aveugle. Honte d'avoir cru en une entreprise qui me considérait comme jetable. Mais alors que j'étais assise là, en sanglots, quelque chose a changé. Le choc a commencé à s'estomper, remplacé par une colère froide et dure. Mes mains, qui tremblaient de manière incontrôlable, sont devenues fermes. Et à cet instant, une résolution silencieuse s'est emparée de moi. Je savais que ce n'était pas fini. Loin de là. La première semaine fut un brouillard d'incrédulité et de douleur à vif.
Le silence de mon appartement, autrefois un réconfort, me semblait maintenant oppressant. Chaque matin, je me réveillais en sursaut, prête à me précipiter au travail avant de me souvenir qu'il n'y avait plus de travail où aller. Je ressassais sans cesse la scène dans ma tête. 5 minutes. C'est tout ce qu'il avait fallu pour effacer des années de travail acharné, pour balayer toute ma contribution. Je remettais tout en question. Avais-je été stupide de donner autant ? Tous ces anniversaires manqués et ces nuits blanches étaient-ils vains ? Étais-je fondamentalement incapable d'être aimé, même par une entreprise ? Ma famille a appelé, mais leurs appels sonnaient creux. Ma mère a suggéré que je cherche simplement un autre travail, comme si c'était si simple. Sarah a essayé de me soutenir, mais elle ne comprenait pas vraiment la profondeur de la trahison. Elle avait un travail stable, un mari qui l'aimait, une famille qui la voyait. Je n'avais rien de tout ça, juste ce trou béant là où se trouvait autrefois ma carrière. J'ai commencé à postuler, mais le cœur n'y était pas. Chaque email de refus était comme un autre coup. Ma confiance avait disparu. Je me sentais vide, comme si une partie de moi, la partie qui se sentait utile et importante, avait été arrachée. Le stress financier a commencé à s'accumuler. Mes économies étaient minces, surtout parce que j'avais toujours pensé que mon travail était sûr, que la prochaine augmentation était juste au coin de la rue. J'ai commencé à me priver de tout, vivant de nouilles instantanées et de biscuits secs. L'avenir semblait sombre, un long tunnel noir sans lumière au bout. Puis, une nuit d'insomnie, désespérée de trouver une distraction, j'ai commencé à fouiller dans mes vieux fichiers d'ordinateur, non pas pour des candidatures, mais juste pour organiser, pour purger le passé. J'ai ouvert des dossiers de mes débuts chez Échelon, du tout début, quand nous n'étions que quelques-uns blottis autour d'un tableau blanc, rêvant en grand. Et c'est là que je l'ai vu, les fichiers du système de gestion de projet, celui qui était l'épine dorsale de toute leur opération, celui que j'avais construit à partir de rien, ligne de code après ligne de code angoissante, lors de nuits tardives alimentées par du café tiède et de la pure détermination. J'ai cliqué sur la documentation, les spécifications de conception, les premiers journaux de contrôle de version, et c'est là qu'une réalité froide et dure m'a frappé. Il n'y avait pas de contrat formel, pas de paperasse. Quand j'avais commencé, tout se faisait par des accords verbaux et des promesses de participation au capital qui ne se sont jamais matérialisées. Au fur et à mesure que l'entreprise a grandi, ils ont formalisé les processus, signé des accords de confidentialité, fait signer aux employés des accords de propriété intellectuelle. Mais j'avais construit le système central avant tout ça. C'était simplement quelque chose que j'avais créé en travaillant là-bas, un outil interne, un cadeau, pour ainsi dire. Et légalement, il n'en avait jamais acquis les droits. Une vague de compréhension, aiguë et saisissante, m'a submergé. Il m'appartenait. J'étais la propriétaire de la chose qui les faisait tourner. Le lendemain matin, j'ai trouvé une avocate spécialisée en technologie, une femme vive et intelligente nommée Madame Davis. Je lui ai raconté mon histoire, la voix tremblante d'un mélange de colère et d'espoir désespéré. Elle a écouté patiemment, posé des questions précises, ses yeux se plissant alors que j'expliquais l'absence de contrat. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière, un petit sourire aux lèvres. Mademoiselle Landry, dit-elle, la voix calme mais ferme, vous avez un dossier très solide. Échelon Système opère avec votre propriété intellectuelle sans licence formelle ni transfert de propriété. Les semaines suivantes furent un tourbillon de documents juridiques, d'appels téléphoniques et de consultations à voix basse. Madame Davis a rédigé la lettre de mise en demeure. C'était un document formel et intimidant qui exigeait qu'il cesse immédiatement d'utiliser le logiciel que j'avais créé. Le jour où elle a été envoyée, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et d'euphorie. Allait-il en rire ? Allait-il se battre ? Ils n'ont pas ri. La lettre a eu l'effet d'une bombe. C'est un vendredi après-midi qu'elle est parvenue à leur service juridique. Le lundi matin, toute l'opération interne d'Échelon a été complètement paralysée. Leurs chefs de projet ne pouvaient pas attribuer de tâches, leurs équipes logistiques ne pouvaient pas suivre les expéditions, leurs équipes de vente ne pouvaient pas extraire les données clients. La panique s'est installée. Je pouvais presque la sentir, une onde de choc dans le petit monde interconnecté de la technologie et de la logistique dont nous faisions tous deux partie.
Mes anciens collègues, dont certains me suivaient encore sur LinkedIn, ont commencé à publier des mises à jour vagues et paniquées. Les rumeurs allaient bon train, panne système, problèmes internes majeurs. On m'a rapporté que Matt était frénétique, criant sur tout le monde, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. L'ironie ne m'a pas échappé. Il avait viré la personne qui avait construit le système, et maintenant le système lui-même les mettait à genoux. Pendant qu'il se débattait, essayant de trouver une solution, je me suis mise au travail. Je ne suis pas restée là à les regarder brûler. Je construisais. J'ai dépoussiéré un vieux business plan que j'avais griffonné dans un carnet des années auparavant, un plan pour une plateforme logistique plus agile et plus intelligente, une qui mettrait les gens au premier plan, qui valoriserait la loyauté au lieu de punir un retard causé par un accident de la route. C'était un pari risqué, mais qu'avais-je à perdre ? Les nuits blanches sont revenues, mais cette fois, elles étaient différentes. Elles étaient motivées par un but, pas par une obligation. Je construisais quelque chose pour moi. J'y ai mis toutes mes connaissances, toutes mes frustrations, toutes les leçons que j'avais tirées d'échelon. Je me suis concentrée sur sa conception pour qu'elle soit intuitive, incroyablement efficace et évolutive. J'ai appelé quelques contacts que je m'étais fait au fil des ans, des gens qui avaient toujours été impressionnés par mon travail mais qui étaient coincés dans leur propre rôle en entreprise. Je leur ai raconté mon histoire, honnêtement et directement. Je leur ai proposé des services de conseil en freelance sur ma nouvelle plateforme, expliquant comment elles pourraient rationaliser leurs propres opérations. La nouvelle s'est répandue rapidement. Brooke Landry, la femme qui a construit tout le système d'échelon, est maintenant indépendante et sa nouvelle plateforme est meilleure. Ça a commencé avec un petit distributeur local qui détestait son logiciel actuel. Je les ai rencontrés, je leur ai fait une démonstration de ma plateforme et je l'ai adaptée à leurs besoins spécifiques. Ils étaient ravis. Leur succès est devenu ma première véritable étude de cas. Puis un autre a suivi, et un autre. En 6 mois, 3 des plus gros clients d'échelon étaient passés à mon système, discrètement et systématiquement. Ils en avaient assez des pannes de l'ancien système, du manque de support réel, de la bureaucratie d'entreprise. Ma plateforme était efficace, facile à utiliser, et elle venait avec moi, la personne qui la comprenait de fond en comble, la personne qui se souciait vraiment de leur succès. Je ne vendais pas seulement un logiciel, je vendais une expertise, une fiabilité et une promesse de partenariat. Puis un email est arrivé. Objet, pour prendre des nouvelles. C'était de Matt. Mon cœur a fait un bond. Il voulait tirer les choses au clair. J'ai longuement hésité avant de répondre. Qui avait-il à tirer au clair ? Il m'avait montré exactement ce que je représentais pour lui. Il avait pris tout ce que j'avais donné et l'avait jeté à la poubelle. Mais la curiosité, et peut-être une petite pointe de satisfaction, l'ont emporté. J'ai répondu, acceptant de le rencontrer pour un café dans un lieu neutre, un petit café loin des bureaux d'échelon. Il est arrivé le premier, l'air déjà fatigué, stressé. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient un peu en désordre. Son arrogance avait disparu, remplacée par une nuance désespérée, presque suppliante, dans ses yeux. Il a bafouillé, parlant de la difficulté des choses depuis la mise en demeure, de la fuite massive des clients, de la lutte de toute l'entreprise. Il a mentionné un procès, insinuant que je ruinais tout. Mais je suis restée assise, sirotant mon café, écoutant, le visage neutre. Je ne ressentais rien d'autre qu'un calme détachement. Puis il a fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il s'est penché en avant, le désespoir gravé sur son visage. Il m'a offert mon ancien poste en tant que vice-présidente des opérations, une énorme augmentation, tout ce que tu voudras, a-t-il dit, si seulement je revenais pour arranger les choses. Brooke, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es la seule qui comprend vraiment le système. C'est toi qui l'as construit. S'il te plaît. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Pas comme mon patron, pas comme l'homme qui m'avait viré, mais juste comme une autre personne. Il était piégé dans le désordre qu'il avait lui-même créé, cherchant désespérément une issue. J'ai vu sa peur, son désespoir, et je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni désir de vengeance, juste le sentiment calme d'être ailleurs maintenant, dans un endroit bien meilleur. J'ai souri,
Un vrai sourire cette fois, doux mais ferme. Matt, ai-je dit, ma voix calme et posée, dénuée de tout ressentiment. Je ne suis plus en colère. Je vais simplement mieux. Il a semblé confus, voire blessé. Mais tu ne veux pas arranger les choses pour échelon? Tu m'as appris le vrai prix de la loyauté, ai-je poursuivi, me levant lentement, posant délicatement ma tasse sur la table. Et ça ne vaut pas la peine de travailler 70 heures par semaine pour quelqu'un qui te voit comme remplaçable. Pas quand je peux construire quelque chose pour moi-même, quelque chose qui reflète vraiment ma valeur. Je me suis retournée et je suis partie, le laissant assis là, seul avec son café froid et son entreprise en ruine. Je n'ai pas regardé en arrière. Le passé était derrière moi. L'avenir était à moi maintenant. Et je le construisais, ligne de code par ligne de code, client satisfait par client satisfait. Ma famille commençait aussi à comprendre, petit à petit. Ils voyaient la passion dans mes yeux, le contrôle que j'avais sur ma vie. Ils me voyaient enfin, moi, et non une entreprise. La fin de cette histoire allait être la mienne, entièrement la mienne.